Alors, ça me fait plaisir de vous voir, chers collègues. Et donc, aujourd'hui, ben, c'est la séance ordinaire du Conseil de la communauté métropolitaine de Montréal. Et bien sûr, on va commencer avec la période de questions du public. Et Maître C, est-ce que c'est vous qui allez nous lire la question et les deux questions? Je pense qu'il y en a deux, hein? Oui, effectivement. Donc, On vous écoute. Nous avons M. Lucien Pigeon qui pose la question suivante. Il dit que les GES dans l'air viennent d'atteindre la valeur moyenne mensuelle la plus élevée jamais enregistrée, soit 412,3 parties par million dans l'atmosphère le 1er janvier 2020. Le GIEC estime qu'avec cette teneur et au-delà, l'élévation de la température de la Terre ne pourra sans doute pas être limitée à 2 degrés Celsius à la fin du siècle. Si 412,3 ppm, c'est grave, que seront les conséquences de 500 parties par million prévues en 2050? Si vous ne pouvez pas répondre à cette question, sur qui peut-on compter pour sauver la vie des jeunes citoyens de la CMM maintenant, car il sera bientôt trop tard? Et puis, M. Pigeon dépose une liste de statistiques que je pourrais vous rendre disponible sur les niveaux de polluants. Alors, voilà pour la question. Merci beaucoup, Maître CA. Monsieur Pigeon, je vous remercie pour votre question. Je vous remercie également de nous transmettre des données qui vont pouvoir servir à alimenter, bien sûr, nos réflexions à la CMM. Comme vous le savez, la CMM, bien qu'on regroupe 82 municipalités qui sont engagées dans la résilience, pas tant la résilience, mais la transition écologique. Ça doit aussi se faire en partenariat avec les gouvernements supérieurs qui, eux, ont non seulement les outils, entre autres juridiques, pour changer des lois, mais également des ressources financières. Alors, on prend bonne note de vos données. On continue à travailler très fort en ce sens-là. Et puis, je pense que la période actuelle nous montre le chemin d'un retour à la normale qu'on espère qui sera différent et qu'on pourra, prendre en considération les données scientifiques de partout à travers le monde sur l'importance de s'attaquer, de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Merci. Maître CA? Oui, alors la deuxième question vient de M. Bruce Walker. Alors, je vous lis textuellement la question. Je m'appelle Bruce Walker du groupe écologiste Stop à Montréal. Avant de poser mes questions, je voudrais remercier les employés de la CMM. Le secrétariat a fait des accommodements raisonnables afin de me permettre de poser mes questions par téléphone. Lors de la réunion du conseil de la CMM le 12 décembre 2019, j'ai posé la question concernant la subvention annuelle de 3,3 millions de dollars du ministère de l'Environnement du Québec pour le programme pour l'assainissement de l'air de l'agglomération de Montréal. Le service de l'environnement de la Ville de Montréal cherche un montant supplémentaire de 600 000 $ par année. On m'a dit que la présidente de la CMM a envoyé une lettre au ministre des Finances du Québec. Première question, avez-vous reçu une réponse du gouvernement du Québec? Et deuxième question, avez-vous l'intention de faire du lobbying auprès du gouvernement du Québec? Merci beaucoup, Monsieur Walker, pour votre question. Et étant donné que c'est un suivi sur une lettre qui avait été envoyée, je vais demander au président, pas au président, mais au directeur général de vous répondre. Monsieur Yedoni? Oui, alors, Madame la Présidente, effectivement, on a un échange de correspondance entre le sous-ministre de l'Environnement et la CMM, dans lequel nous avons échangé sur le partenariat financier suite aussi à une correspondance de la Ville de Montréal. On était censé avoir une rencontre en début d'année. Donc, compte tenu de la pandémie, elle a été reportée, mais c'est un dossier qui est prioritaire et qui devrait avoir des suites au début de l'automne. Donc, il y a un suivi qui se fait. Les demandes sont toujours actives et on continue à demander auprès du gouvernement un ajustement financier pour l'opération relative à l'assainissement de l'air par l'agglomération de Montréal. Merci beaucoup, M. Yedoni et M. Walker. Je pense que vous savez que c'est un sujet qui nous interpelle beaucoup, la qualité de l'air. Donc, on va continuer à faire le travail en ce sens. C'est ce qui met fin à la période de questions du public. Et ce matin, nous avons à l'ordre du jour 2 présentations. Et la première, c'est celle concernant les promenades métropolitaines temporaires. Et j'ai Madame Saint-Denis, n'est-ce pas, de Vélo-Québec qui est avec nous. Madame Saint-Denis, je ne sais pas si vous êtes accompagnée de quelqu'un d'autre. Oui, Monsieur Jolicoeur, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Voilà. Le temps, pour nous faire... est-ce que vous allez nous présenter quelque chose à l'écran? Oui.
Parfait. Et voilà la période de temps que vous aimeriez avoir, c'est combien? Bien, je pense qu'on avait parlé d'une dizaine de minutes. Je ne sais pas, C'est là, parfait. avec vous, oui. Oui, c'est parfait. Comme ça, on pourra vous poser des questions par la suite. Alors, je vous laisse l'écran. Parfait, merci. Mais en fait, rapidement, avant que je passe la parole à mon collègue Marc Jolicoeur, qui va vous présenter les recommandations qu'on a faites dans le cadre du mandat que vous nous avez accordé. Je voulais d'abord vous remercier pour la confiance que vous nous avez fait de nous accorder ce mandat-là. On vit des temps exceptionnels et ça demande des mesures exceptionnelles. Donc, on a un laboratoire unique en ce moment dans lequel on peut essayer des choses. Un laboratoire unique, mais un laboratoire changeant également. Le printemps a été ce qu'il était, l'été sera différent et la rentrée sera différente également. Donc, les gens étant, l'être humain étant grégaire, moi, j'ai fort confiance que malgré le télétravail actuel, les gens voudront se revoir. Donc, c'est certain qu'il y aura un retour graduel dans les déplacements pendulaires, alors que présentement, ce qu'on voit plutôt, c'est des déplacements récréatifs ou encore de commodité là, pour faire les courses et ces choses-là. Donc, je pense qu'on a un devoir d'être audacieux, créatif et agile pour offrir la sécurité dans les déplacements à nos concitoyens. Et cette réalité-là, elle est due à la pandémie, mais elle va également répondre à des enjeux supplémentaires. Les deux les deux citoyens qui avaient des questions tout à l'heure en entrée de jeu ont fait mention de l'environnement, mais il y a aussi les enjeux d'équité. Donc, après le passage de la COVID, il y aura encore ces enjeux-là qui seront en place et les mesures qu'on va vous présenter aujourd'hui peuvent permettre d'y répondre également. On fait des essais, il y aura des succès, il y aura des erreurs, il y aura des leçons à retenir. Et je pense qu'il faut retenir, c'est le meilleur de ce qui sera mis en place et ne pas revenir en arrière après le passage de la COVID parce que vos concitoyens ne seront plus les mêmes qu'ils étaient en 2019. Tous ces événements-là ont un impact sur les gens et les gens vont changer. Donc, je pense qu'il y a une belle opportunité d'aller de l'avant et d'amener vos concitoyens dans ce mouvement vers l'avant. Donc, voilà, moi, je vous remercie du temps que vous nous accordez, puis je vous invite à faire appel à nous encore si vous avez des besoins dans les prochains mois ou dans le futur. Et je passe la parole à mon collègue Marc. Bonjour tout le monde. Je vais maintenant partager mon écran pour vous faire la présentation. Donc, j'espère que tout va bien fonctionner. C'est quelque chose que je fais à l'occasion, mais pas tous les jours. Ça devrait bientôt arriver. Voici. Alors, tout le monde voit bien la présentation? Oui. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, effectivement, comme le disait Annick, on a été mandaté pour regarder des possibilités de promenade. En fait, Marc, je t'interromps. Tu es en mode présentateur. Si tu peux te mettre en mode diaporama pour pas qu'on voit la deuxième diapositive. C'est bon. Donnez-moi une seconde. Pas bien grave, mais je pense qu'il faudrait juste que tu décoches mode présentateur. Malheureusement, mon écran, moi, j'ai simplement une diapo, alors vous avez tout incluant mes notes. C'est ça, on a été mandaté par la CMM pour faire des propositions pour essentiellement deux grands volets. Un volet de décongestion des grands réseaux, la route verte et le réseau vélo métropolitain. Et la proposition de corridor métropolitain aussi, de promenade métropolitaine.
Puis, un deuxième aspect qui était le désengorgement des ponts. Je vais commencer par celui-là pour des raisons de simplicité. Il y a plus de matériel à donner pour le reste. Dans le cas des ponts, on a divisé ça évidemment en fonction des grands cours d'eau de la métropole, donc le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Prairies, la rivière des Mille-Îles et la rivière des Outaouais. Et c'est un enjeu qui est quand même assez important. Le 9 juin, on a eu plus de 6 000 passages, plus de 500 piétons, plus de 5 800 cyclistes sur le pont Jacques-Cartier. Il n'y a pas encore de données disponibles pour le pont Champlain, mais ça devrait bientôt se faire. Ils devraient installer des compteurs automatiques, eux autres aussi. Donc, vous constatez que c'est quand même une influence importante. Donc, quand on a regardé au niveau du fleuve Saint-Laurent, on s'est rendu compte que le constat qu'on fait, c'est qu'il y a plusieurs ponts qui sont aménagés, mais il y en a seulement 2 qui traversent directement, donc le pont Jacques-Cartier et le pont Samuel de Champlain. Pour les autres, il faut tous faire une section sur la digue de la voie maritime, pour laquelle il y a 4 accès. L'estacade du pont Champlain et le pont de la Concorde du côté nord, via le parc Jean-Drapeau, et les écluses de Sainte-Catherine et de Saint-Lambert, où les ponts ont des aménagements pour les cyclistes. Malheureusement, à l'écluse de Saint-Lambert, ça tombe vraiment mal cette année. Il y a une fermeture à cause d'un constat qui a été fait ce printemps d'un problème de structure à la passerelle. La passerelle va devoir reconstruite. Donc, ça sera fermé tout l'été, ce qui est un embêtement majeur. Au niveau des mesures temporaires rapides qui peuvent être prises, il y en a 2 principales et 2 autres qui peuvent être envisagées. Les 2 principales concernent le pont de la Concorde et l'estacade du pont Champlain. Dans le cas du pont de la Concorde, on a une piste cyclable qui est contrainte par une bande de New Jersey, des séparateurs en béton. Et la piste fait seulement 3 mètres de largeur, alors qu'on a 4 voies de circulation automobile pour accéder au casino, dont l'ouverture n'est pas encore faite. Dans le cas de l'estacade, il y a une piste qui avait été aménagée à côté de l'estacade, qu'on voit sur la photo de droite, mais l'utilisation de l'estacade au complet permettrait de faire en sorte que les gens soient moins rapprochés les uns des autres quand ils se croisent sur la piste. Donc, et ça, c'est quelque chose qui avait été, dans le fond, l'estacade était utilisée par des camions de construction au moment de la construction du pont Samuel de Champlain, puis pour les travaux d'entretien du pont Champlain existant. Elle devait aussi être utilisée pour la démolition du vieux pont Champlain, mais pour le moment, il n'y a pas de contrat qui a été octroyé, donc vraisemblablement, cet été, elle pourrait être utilisée par les piétons et les cyclistes. Il y a également des mesures mineures qui pourraient être prises dans le cas de l'écluse de Sainte-Catherine. Je ne rentrerai pas dans des détails techniques, là, mais il y a 2 petits ponts qui mènent à l'écluse et il y a même des travaux prévus cet été. Donc, ça, c'est des choses qui pourront facilement être intégrées. Il y a également le pont Honoré-Mercier, sur lequel le fédéral, la Société des ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée a fait un réaménagement complet de sa section. Le tablier a été reconstruit et vous voyez à la gauche sur la photo, il y a un aménagement pour les piétons et les cyclistes qui a quand même une assez bonne largeur. Par la suite, il y a un trottoir, mais ce trottoir-là est fermé depuis des années déjà. Sans qu'on en sache exactement les causes. Évidemment, il n'est pas en particulièrement bon état, mais est-ce que c'est problématique en termes de sécurité? Dans le cadre de notre mandat, qui était très bref, on n'a pas eu le temps d'investiguer cette chose-là, mais ça serait intéressant que ça puisse se faire cet été. Dans le cas des autres cours d'eau, il y a beaucoup moins de mesures immédiates qui peuvent être prises pour différentes raisons. On a regardé les possibilités aussi, j'ai oublié de mentionner, mais de reprendre des voies de circulation complètes. C'est sûr que dans le cas du pont Jacques-Cartier, ça pourrait avoir un intérêt pour les cyclistes, mais ça entraînerait des problèmes de congestion assez importants au niveau non seulement automobile, mais aussi des autobus qui empruntent le pont. Donc, c'est certain que ça serait quelque chose à mettre dans la balance. C'est une suggestion qu'on n'a pas fait dans le cadre de notre mandat. Par contre, pour la rivière des Prairies, on n'a rien trouvé de faisable rapidement à court terme. Il y a plusieurs des ponts qui ont déjà des aménagements. Ceux qui n'en ont pas, c'est complexe parce que même si on reprenait une voie, il faudrait s'y prendre à partir des entrées ou des sorties qui sont souvent très loin. Donc, faire circuler les cyclistes sur des accotements pendant plusieurs kilomètres.
ça nous semblait un peu complexe pour les gains potentiels à ces endroits-là. Au niveau de la rivière des Prairies, il y a des possibilités à moyen terme. Vous voyez l'accès nord du pont P9, c'est quand même pas chic pour les cyclistes. Ça doit faire 30 ou 40 ans que les cyclistes roulent dans le gravier comme ça, dans le talus pour monter. Donc, ça serait intéressant de faire quelque chose à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier le pont du REM aussi, qui sera construit sur la rivière des Prairies, sur l'île Bigra, pour lequel il y a des infrastructures nécessaires sont mises en place pour l'éventuelle construction d'une passerelle, mais le REM ne financera pas cette passerelle-là. Donc, c'est effectivement ce que je vous mentionnais, l'axe nord du pont P9. Pour ce qui est de la rivière des Mille-Îles, là également, il y a peu de choses qui peuvent être faites à court terme, à une exception près. Ça concerne le pont Marius-Dufresne entre Laval et Rosemère. À la portion au nord, le pont se trouve à atterrir sur une petite île et après ça, il y a environ 600 mètres à faire avant la première intersection, qui est le chemin de la Grande-Côte. Et pour se rendre au pont, qui a une très belle piste cyclopédestre, les cyclistes doivent rouler à contresens de la circulation sur une route du ministère des Transports. Donc, on s'entend que ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable et il y aurait moyen de faire quelque chose de temporaire cette année. Dans l'ouest de l'île de Montréal, il y a très peu de choses à faire. Il y a des ponts qui sont très bien aménagés au niveau du pont Galipo, pont Tachereau. Au niveau du barrage et du tunnel de Beauharnois, bon, les cyclistes roulent sur un trottoir étroit dans le tunnel, mais on conviendra que ça serait très complexe de faire des choses là-dessus. La seule possibilité qu'on voyait, c'était à moyen terme de rajouter un lien sur le pont Madeleine-Parent qui semble très peu fréquenté par des automobilistes. Mais à long terme, ce qui est beaucoup plus important, c'est le remplacement du fond de l'île aux Tourtes, où ça serait important d'avoir un aménagement pour les piétons et les cyclistes. Sur la rivière Richelieu, il y a très peu de choses possibles à court terme. À plus long terme, il y aurait moyen de faire quelque chose sur le pont du CN entre Chambly et Richelieu, que les deux municipalités souhaitent faire un aménagement pour les piétons et les cyclistes sur ce pont-là. Au niveau des corridors temporaires qui sont proposés, je vous le mentionnais d'entrée de jeu, on a regardé tout ce qui concernait la route verte et le sentier au Mont-Saint-Hilaire et les autres corridors métropolitains existants, plus des corridors métropolitains potentiels. On s'est concentré sur Laval, les Longueuil et les Deux-Couronnes, puisque la Ville de Montréal avait déjà entamé un travail important et on nous a demandé de considérer que ça serait ajouté aux propositions que nous on ferait. On a constaté, puis en fait on savait, mais on veut vous le rappeler, qu'il y a quand même beaucoup de corridors qui ont été aménagés au cours des dernières années, notamment avec des aménagements très intéressants comme les pistes unidirectionnelles qu'on voit sur les deux photos ici. Donc, on a des aménagements de cette nature-là, plusieurs à Laval, à Longueuil, à Brossard, à Sainte-Julie, à Mont-Saint-Hilaire, qui a été une pionnière avec ces aménagements sur la rue Fortier et le chemin Osias-le-Duc. Au niveau des corridors aménagés, il y a également des choses qui ont été aménagées avec des mesures relativement simples. On peut penser, par exemple, au boulevard d'Agenais à Laval, où les pistes unidirectionnelles de chaque côté du boulevard ont été aménagées simplement avec de la peinture et des balises verticales que plusieurs personnes appellent des poteaux délimiteurs ou encore des bollards. Donc, vous voyez aussi sur la rue Normandie une bande cyclable qui a nécessité strictement de la peinture. Donc, ce qu'on a regardé, c'est s'assurer qu'il y avait des gains de confort et de sécurité, des gains d'efficacité aussi, donc en créant des corridors continus, franchissant des barrières, puis créant des liens entre les corridors existants. Au niveau des mesures qu'on a proposées, c'est évidemment des mesures volontaires, temporaires et modifiables. Volontaires, c'est-à-dire qu'elles doivent être acceptées par les municipalités et validées par elles. On n'a pas eu la prétention en appel de valider toutes les contraintes qu'il pouvait y avoir, mais je vais revenir sur la question des contraintes. Temporaire parce que dans la majorité des cas, ça pourrait être retiré à l'hiver, sauf si une pérennisation est souhaitée. Et modifiable, c'est-à-dire qu'on peut facilement y apporter des correctifs si on se rend compte qu'il y a des problèmes.
On s'est basé sur des choses qu'on avait déjà vues à différents endroits, mais qui sont aussi mises en œuvre de façon assez étendue à Montréal cette année. Vous avez à gauche une photo de la rue Richmond à Toronto. La ville, en plein centre-ville, a aménagé une piste cyclable il y a déjà quelques années. Et de façon temporaire, ça avait été fait avec des bacs à fleurs et de la peinture. On a également mis en ligne un guide de mesures temporaires pour les piétons et les cyclistes à l'intention des professionnels des municipalités. Parce que beaucoup de municipalités n'ont pas les ressources techniques équivalentes à celles de la Ville de Montréal pour pouvoir préparer, penser, disons, ces aménagements temporaires-là. Au niveau des corridors temporaires proposés, je vous en donne quelques exemples. On a regardé, premièrement, je vous mentionnais les contraintes. Dans certains cas, les contraintes étaient faibles, c'est-à-dire qu'il y avait peu d'impact sur la circulation et le stationnement. Une possibilité qu'on a envisagée, c'était de piétoniser complètement le chemin des collines dans le parc d'Oka, dans le fond, de le remettre strictement pour les piétons et les cyclistes. C'est sûr qu'au moment où on a pensé cette mesure-là, il y avait des problématiques en lien avec la fermeture de la route 343, mais depuis 148, pardon. Mais depuis, ça a été réglé. Donc, on pense que c'est une mesure qui serait envisageable et qui est facile à mettre en œuvre. Autre corridor temporaire potentiel, le boulevard d'Agenais-Est à Laval, où on a 3 voies de circulation plus une très large bande de stationnement dans un secteur où le boulevard ne se connecte pas aussi loin qu'il avait été planifié au départ. Donc, il n'y a pas un besoin de tant de voies de circulation que ça. Ça serait probablement simple et pas douloureux d'enlever une voie pour mettre en place des pistes cyclables de part et d'autre. Il y a des cas où les contraintes sont un peu plus importantes, donc on a qualifié de modéré. Si on fait du retrait de stationnement d'un côté de la rue ou retrait d'une voie de circulation qui entraîne une congestion à certaines heures, mais plutôt limitée, on a par exemple proposé l'aménagement sur le boulevard de Mortagne. Même chose sur le boulevard du Souvenir à Laval, où on a proposé de prolonger. Il y a des aménagements sur une partie du boulevard, mais on a proposé de prolonger ça sur toute la longueur. Et là aussi, c'est un boulevard où il y aurait moyen de faire des choses avec des impacts limités. Enfin, on a également proposé des liens qui pouvaient être très intéressants, mais pour lesquels il y avait des contraintes plus fortes, notamment le boulevard Tachereau. Compte tenu que c'est une destination pour des milliers de personnes, que ce soit pour le travail, que ce soit pour aller dans des commerces, ou des services qu'il y a tout le long du boulevard. Alors, il y aurait des possibilités à ce niveau-là, mais évidemment, les contraintes sont beaucoup plus fortes. Donc, voici la carte d'ensemble des propositions qu'on a faites, avec en rose pâle celles qui ont des contraintes faibles, en rose un peu plus foncé celles qui ont des contraintes modérées, et en rouge celles qui ont des contraintes plus fortes. Tout ça va être transmis demain à la CMM, incluant les données qui vont être transmises. Donc, ça sera la fin de notre mandat, si vous voulez. Donc, on transmet le rapport demain et les données qui les accompagnent de façon à ce que les municipalités puissent avoir tout ça en main. Et donc, ce sera aux municipalités par la suite de voir ce qu'elles en font. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, M. Jolicoeur. Est-ce que via soit la boîte de messages ou la petite main? Peut-être pour compléter, Madame la Présidente, juste avant. Oui, M. Yezzani. Oui, simplement indiquer qu'il y a eu une rencontre avec les équipes des différentes municipalités MRC la semaine dernière et qu'il y aura un envoi qui sera fait aux villes qui manifestent un intérêt. Et évidemment, on va être en lien avec eux et avec la commission d'aménagement. Voilà. Merci beaucoup, M. Yezzani. Est-ce qu'il y a M. Brodeur? Oui, merci, Mme la Présidente. Merci à M. Jolicoeur et à Mme Saint-Denis. Je soulève mon inquiétude relativement à la passerelle du pont Victoria, nouvelle qui nous a été communiquée à la dernière minute. Donc, on apprend que pour tout l'été, la passerelle sera fermée. Je tente de connaître les coûts de ces travaux-là. C'est une inconnue en ce moment, mais je suis inquiet
à qui va payer la facture. Si vous avez les informations, M. Jolicoeur ou Mme la Présidente, mais les informations qui circulent, on parle d'au-delà d'1 million. Saint-Lambert n'a pas les moyens de s'aventurer dans une telle dépense, mais j'aurais aimé que les travaux peut-être soient reportés tard à la fin de l'été plutôt que de nous arriver en pleine période de pandémie où les gens auront peut-être comme seul exercice de faire du vélo. Donc, je soulève cette inquiétude-là et je ne sais pas si Vélo Québec a été prévenu dans un délai raisonnable. On parle d'un accident qui serait survenu à la fin de l'année 2019 et là, on apprend aujourd'hui que ça va être fermé pour tout l'été. Donc, c'est l'inquiétude que je soulève sur ce manque d'information et également l'inconnu au niveau de la facture. Est-ce que c'est la voie maritime qui va l'assumer? Est-ce que c'est la PAC Jean Drapeau? J'ai tenté de communiquer avec M. Cyr. Je sais qu'il est sur son départ après une retraite bien méritée. Donc, voilà toutes les inconnues que je soulève et je vous sensibilise, Madame la Présidente, à cette inquiétude-là et au manque d'information. Merci. Madame la Présidente, si vous permettez, je pourrais répondre à ce point. En fait, vous voulez, M. Baudry, vous voulez répondre à M. Brodeur? À M. Brodeur sur ce point, oui, parce que il y a des discussions actuelles. Oui, si ça vous gêne pas. Comme responsable des grands parcs, j'imagine. Comme responsable des grands parcs et du parc Jean Drapeau, oui, on en a discuté aussi avec M. Cyr hier. Il y a des discussions, vous avez raison, là, au niveau des prix, c'est des prix qui sont de l'ordre d'1 million ou un peu plus. Au niveau de la responsabilité des coûts, ce qu'il faut comprendre, c'est justement, on essaie de voir là, à qui est la responsabilité pour ces travaux. Il y a par contre un rapport d'ingénieur qui nous oblige à fermer temporairement là, cette passerelle. Par contre, on essaie de trouver un scénario alternatif et nous sommes en discussion actuellement. La SPJD est en discussion avec les voies maritimes. Il y aurait de l'ouverture. J'ai eu une rencontre hier avec M. Cyr pour avoir un accès alternatif. Donc, je pourrais m'assurer là, personnellement de vous revenir là, avec un peu plus d'informations là, très prochainement. C'est très apprécié. Je vous remercie à l'avance. Merci, M. Baudry. Merci, M. Brodeur. J'ai Mme Miron et Mme Parent. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. J'allais dire la mairesse, Madame la Présidente. Je me demandais, on n'a pas vu grand-chose pour l'Est de Montréal. C'est quand même le secteur défavorisé qui a été grandement touché par la COVID. Est-ce que, bon, il y a quand même un réseau cyclable sur l'île, là, mais pour permettre aux gens peut-être de s'évader, d'aller à l'extérieur selon les moyens qu'ils auront, est-ce que c'est envisageable, par exemple, je ne sais pas ce qui arrive au niveau des navettes fluviales, mais est-ce qu'il y a une possibilité de la repermettre, par exemple, pour aller, entre autres, aux îles de Boucherville, un parc, la CEPAC d'ailleurs, qui permettrait quand même à plusieurs Montréalais de sortir de l'île, surtout ceux qui ont moins de moyens? C'est une de mes questions. Je vais garder votre question, Mme Miron, et je vais prendre la question également de Mme Parent, puis on verra entre peut-être nos collègues de Vélo Québec qui veut répondre. Mme Parent? Oui, merci, Madame la Présidente. En fait, on prend acte de la présentation ce matin, fait que c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions. Mais en même temps, je voudrais savoir, quand vous faites des propositions d'endroits, il y a du grichage sur la ligne. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui son micro est ouvert, là, mais on entend des colliers, on dirait. Mais ma question était, je comprends, mettons, que vous envisagez que Tachereau pourrait être intéressant. Mais Tachereau, il y a déjà une voie réservée pour les autobus. Donc, pour moi, ça fait drôle que vous ayez ça comme possibilité. Je comprends mais il y a quand même des rues parallèles, entre autres, je pense à Grande Allée, qui est dans le même axe, entre autres, qui traverse là, quasiment l'ensemble de Tachereau, à partir de la 116 jusqu'au REM, au futur REM. Mais c'est pour ça que c'est vrai que ce serait une excellente idée. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres tronçons de rues importants qui pourraient être... Fait que là, je ne sais pas si c'est juste des propositions, c'est juste des exemples, ou si... J'essaie de comprendre comment est-ce que les exemples que vous avez donnés ce matin, ils sortent de... Est-ce que c'est parce que vous avez consulté les villes? Comment est-ce que comment est-ce que cette présentation-là nous arrive ce matin avec ces propositions-là qui sont intéressantes, là?
mais qui sont un peu des fois incompatibles avec ce qui existe sur le terrain présentement. Étant dit, ce que j'ai compris, c'est que dans le fond, l'ensemble de ces réseaux-là sont subventionnables par la CMM et dans le fond, il faut que des projets soient proposés, soit la CMM via la Commission de l'aménagement. C'est ça que j'ai compris, M. Yedzoni? Puis ça fait le tour de mes questions, mais je suis très heureuse de voir cette présentation-là, mais je vais la lire attentivement quand je vais la recevoir. Vous allez comprendre qu'on va partager ça avec nos services avec plaisir. Merci beaucoup, Mme Parent. Je laisserai Vélo Québec répondre à Mme Miron et Mme Parent, peut-être un supplément d'informations de la part de M. Yedzoni. Et j'ai par la suite M. Corriveau qui veut prendre la parole. N'hésitez pas, collègues, à juste mettre le petit bouton, là, lever la main, c'est très pratique, là. Je vois immédiatement si vous souhaitez poser une question ou faire un commentaire. L'équipe de Vélo Québec? Oui, bon, d'abord, pour ce qui est de l'Est de Montréal, écoutez, notre mandat n'incluait pas la Ville de Montréal. On nous avait demandé de regarder, comme je vous disais, d'entrée de jeu, Laval, Longueuil, les deux couronnes. Dans le cas de Montréal, l'équipe de la Ville travaillait déjà très fort. Il y avait déjà des annonces, il y a des annonces qui ont été faites à ce niveau-là. Donc, je vais laisser la Ville présenter ses propres projets. Je sais qu'il y avait des choses prévues, notamment sur le boulevard Gouin, éventuellement. Donc, il y aura probablement des aménagements dans ce coin-là. Pour ce qui est des questions de Mme Parent pour le boulevard Tachereau, oui, je comprends très bien les réticences que vous pouvez avoir. Il y a différentes possibilités qui existent à ce niveau-là. Ça peut être une reprise complète de voie, effectivement, qui serait la chose la plus forte pour les cyclistes, mais on peut aussi envisager des mesures intermédiaires. Par exemple, il y a des voies réservées aux autobus qui sont partagées avec les cyclistes, où on pourrait faire un aménagement relativement étroit ou aussi, donc une bande cyclable à 1,5 m de largeur. On n'a pas eu, en seulement 4 semaines, le temps de regarder toutes les possibilités à ce niveau-là. Donc, ça sera des choses à envisager. Si on a choisi le boulevard Tachereau, c'est pour une raison simple, c'est que les destinations s'y trouvent. On avait pensé effectivement à des rues parallèles comme Grande Allée qui ont un intérêt pour quelqu'un qui ferait un transit. Mais si les gens veulent se rendre dans des commerces, peu importe parce qu'ils y travaillent ou bien parce qu'ils vont faire des achats, c'est plus complexe pour eux autres de passer par des rues parallèles, de se rabattre ensuite sur le boulevard Tachereau ou d'essayer d'entrer par l'arrière des commerces. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on avait fait cette proposition-là. De la même façon, il y a d'autres propositions qui ont été faites en parallèle, par exemple, à la piste René-Lévesque, au bord du fleuve. On a fait des propositions en disant, regardez, il y aurait peut-être des possibilités sur Marie-Victorin. Là encore, on est conscient que c'est pas nécessairement simple, mais il y a quand même beaucoup d'employés qui travaillent le long de Marie-Victorin. On peut penser aux gens de Pratt & Whitney notamment. Donc, c'était une possibilité qu'on a envisagée, mais tout en étant conscient que les contraintes sont fortes. Donc, de notre côté, on a fait de façon bénévole un guide pour les municipalités du Québec pour les aider à mettre en place des mesures temporaires. Alors, ce qu'on s'attend, c'est que les municipalités puissent, avec cet outil-là et tous les autres outils qui existent déjà pour la conception des aménagements, faire des conceptions assez rapides d'aménagement. Comme la Ville de Montréal le fait sur plusieurs axes, on peut penser à Christophe-Colomb, où on a maintenant des pistes cyclables sur environ 8 km de longueur, malgré des contraintes là aussi qui n'étaient pas négligeables. J'espère que ça répond à vos questions. Monsieur Yedzoni, un complément? Oui, alors, donc je rappelle que les 3 critères là, de la présentation de Vélo Québec, c'est une approche volontaire. Donc, on l'a fait rapidement parce que c'est la période d'été. C'est un concept. Donc, il y a eu une première rencontre avec les urbanistes des villes et des MRC. Ça a été reçu. Et le 22 juin, on va refaire le point. Et effectivement, c'est des corridors qui peuvent être admissibles au programme de la trame verte et bleue. Alors, c'est un concept à valider avec les villes. C'est une présentation générale. Ça donne une bonne indication d'où on peut aller à court terme et peut-être reprendre l'exercice à moyen ou long terme. On va faire le suivi. On a une très, très bonne relation avec la voie maritime. On fait le dossier de Sainte-Catherine. Donc, on va faire le point, M. Brodeur, sur les informations que vous demandez également, assez rapidement. Merci beaucoup. J'ai une dernière question et ensuite, on passerait à l'autre présentation. Monsieur Corriveau.
Merci, Madame la Présidente. Écoutez, moi, j'avais le goût de lancer pour le futur un projet. On sait que le sentier au Corps Mont-Saint-Hilaire existe, mais j'imagine que c'est plutôt un sentier pour l'avoir fait plus touristique. Mais pour amener nos travailleurs dans nos villes jusqu'à Montréal, j'aime, en tant que cycliste, imaginer une piste qui pourrait longer la voie ferrée jusqu'à Saint-Lambert, qui nous permettrait là, un axe rapide et qui serait drôlement utilisé. Alors, je lance l'idée pour le futur. Merci, M. Corriveau. Écoutez, du transport actif pour aller au boulot, moi, ça me plaît. Mais on va en prendre bonne note. Je pense que l'équipe de Vélo Québec a bien entendu. Alors, c'est ce qui mettrait fin à cette période d'échange. Alors, je tiens à remercier nos invités, Mme Saint-Denis et M. Jolicoeur de leur présentation. Et bien sûr, nous, on va avancer de notre côté en délibéré et puis on pourra vous tenir au courant. Mais on vous remercie pour ce travail et cette présentation. Merci beaucoup. Bonne poursuite. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Et ça nous amène au deuxième point de l'ordre du jour. Notre deuxième présentation, cette fois-ci, c'est notre collègue, M. Charron, qui est président du comité consultatif agricole, qui va nous parler du plan métropolitain de développement agricole. Alors, M. Charron, vous avez besoin de combien de temps à peu près? Seigneur, je vais essayer de faire à peu près en une douzaine de minutes. On va essayer. Je peux essayer de vous rétrécir ça un petit peu? On va essayer. OK, ça marche. On vous écoute. Alors, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, membres du CA, M. Liezoni, DG, Maître CA, secrétaire, personnel de la CMM, bonjour. Le plan métropolitain de développement agricole, c'est un mandat qu'on a reçu le 16 janvier par le comité exécutif. C'est un plan qui devait favoriser la synergie et le développement des secteurs de la production, la transformation et de la distribution bioalimentaire sur le territoire de la communauté. Et là, je suis déjà rendu à la diapo 5 pour la personne qui fait le changement. Donc, pour réaliser ce mandat, on s'est réunis 9 fois là, entre le 16 janvier et le 24 avril. On a d'abord produit un portrait statistique, un diagnostic pour que les partenaires puissent disposer d'un état de situation le plus à jour possible dans les secteurs de production, transformation, distribution bioalimentaire sur le territoire de la CMM. Et enfin, le CCA procédait à 2 consultations portant sur l'identification des pistes d'action auprès de divers organismes municipaux et experts du développement agricole avec des représentants gouvernementaux et de l'UPA. Dans le cadre de ces travaux, le CCA s'est assuré que le contenu du projet de plan métropolitain du développement agricole soit cohérent et complémentaire avec les documents de planification et les stratégies adoptées par la CMM, dont le PMAD et les objectifs de l'entente sectorielle du développement agricole et de l'agroalimentaire 2018-2021. Cette entente était intervenue entre le CMM, le MAPAC et le MAMACH. Comme mentionné, un portrait statistique détaillé a été élaboré et est présenté en annexe de ce plan. Je vais vous faire part de quelques données, mais d'entrée de jeu, il faut savoir que près de 58% de la superficie terrestre totale de la région métropolitaine est vouée à la production de produits agricoles diversifiés. Plus d'2 tiers des industries de transformation alimentaire en province sont installées dans notre région métropolitaine et globalement, le territoire métropolitain de Montréal est responsable de la moitié de toute l'activité bioalimentaire du Québec. Pour le secteur de la production bioalimentaire, on dénombrait 1843 exploitations agricoles dans la CMM en 2016. La moitié des exploitants sont âgés de plus de 55 ans pour une moyenne d'âge de 53,9, soit légèrement plus élevée que pour le Québec. En moyenne, une exploitation disposait en 2016 d'un capital agricole d'une valeur marchande de 2,4 milliards, ce qui représente une augmentation substantielle de 63% par rapport à 2011. Donc, on observe l'effet du renchérissement de la valeur des terres agricoles. Les exploitations du territoire métropolitain se distinguent par le faible dimensionnement, alors que près de la moitié d'entre elles ont une superficie totale de moins de 28 hectares. Le PIB de la production agricole s'élevait à 706 millions en 2016
ce qui représente plus ou moins 15 de l'ensemble du PIB de la production agricole québécoise. En ce qui a trait à la transformation bioalimentaire, ce secteur occupait en 2016 29 730 personnes dans notre CMM et 3 sous-secteurs économiques se démarquent par leur nombre d'emplois. La boulangerie, la fabrication de tortillas, la fabrication de produits de viande et la fabrication de produits laitiers. Le PIB de la transformation bioalimentaire s'élevait à 4 milliards de dollars en 2016. Finalement, la distribution bioalimentaire s'articule principalement autour des réseaux traditionnels du commerce de gros, détail, des services alimentaires, des réseaux d'hôtels, restaurants, institutions et des circuits courts. Il est à noter que les magasins d'alimentation représentent en 2018 25 de la valeur mensuelle des ventes de l'ensemble du secteur du commerce du détail, donc incluant automobiles, pharmacies, meubles, etc. Pour ce qui est des services alimentaires, c'est dans l'agglomération de Montréal que l'on retrouve la plus grande partie des emplois. Au niveau des circuits courts de distribution, les ventes à la ferme, la vente au kiosque et l'autocueillette sont les moyens les plus largement répandus dans la région métropolitaine pour vendre directement aux consommateurs et les marchés publics représentent pour le tiers des fermes une autre alternative. À partir du portrait statistique, de la littérature spécialisée et d'entrevues réalisées avec des acteurs du milieu, on est en mesure d'identifier des forces, des faiblesses, des opportunités, des menaces de chacun des 3 secteurs bioalimentaires de la CMM. On a énuméré quelques-unes sur cette diapositive. D'abord, la région métropolitaine bénéficie de terres d'une grande qualité. Plus du 2/3 des industries de transformation alimentaire de la province sont installées en région métropolitaine, ce qui représente le plus gros bassin de consommateurs du Québec. Et globalement, le territoire métropolitain de Montréal est responsable de la moitié de toute l'activité bioalimentaire du Québec. Quant aux faiblesses, il y a la valeur élevée de nos terres agricoles qui est un obstacle pour la relève, la polarisation des réseaux traditionnels de distribution alimentaire autour de grands joueurs tels que Sobeys, Loblaws et Métro, ayant des mécanismes de décision centralisés. Le degré de maillage des acteurs de la production, de la transformation et de la distribution bioalimentaire qui doit être renforcé. Il y a aussi des opportunités comme le regain d'intérêt des consommateurs et des restaurateurs pour les produits régionaux et du terroir ainsi que les politiques d'achat local. Finalement, on peut passer à côté de certaines menaces. On n'a qu'à penser à la pandémie de la COVID-19 qui a eu un impact direct sur la disponibilité des employés saisonniers qui œuvrent à la production agricole. Et c'est sûr qu'il y a un autre obstacle futur qui va être présent pour longtemps et on parle des changements climatiques. Cela met en lumière l'enjeu de la sécurité alimentaire des territoires. Ce diagnostic a permis d'identifier les 3 principaux enjeux agricoles métropolitains. Premièrement, l'accès à des données liées au secteur de la production, la transformation et de cette distribution bioalimentaire. C'est un défi de taille. La disponibilité des données colligées par l'intermédiaire du MAPAC ou de Statistique Canada est souvent inégale. Par ailleurs, la nature des données économiques permet difficilement d'évaluer l'interrelation entre production, transformation et distribution bioalimentaire. Un second enjeu est l'accessibilité au marché, soit le marché de la transformation, celui des distributeurs détaillants, celui du réseau des hôtels, restaurants et institutions et celui des circuits courts. Le troisième enjeu est celui de la promotion qui revêt une importance particulière pour permettre aux consommateurs de faire des choix éclairés dans leur achat. Afin de répondre à ces enjeux et de favoriser la synergie, 4 actions sont proposées pour la mise en œuvre du plan. La mise en place d'une table métropolitaine sur la sécurité alimentaire pour favoriser la future de la résilience du système bioalimentaire métropolitain et aussi appuyer la relance des entreprises impactées par la crise de la COVID-19. On va proposer la mise en place d'une table métropolitaine sur la sécurité alimentaire. Cette proposition a d'ailleurs été reprise dans les mesures proposées par la CMM pour la relance du Grand Montréal et qui est approuvée par l'exécutif le 16 avril 2020. Le mandat de cette table est d'identifier, prioriser et mettre en œuvre des actions visant à assurer la sécurité alimentaire du Grand Montréal. Le développement de partenariats visant à assurer une meilleure accessibilité de la production au marché. Le transfert de connaissances pour les projets et les initiatives innovantes réalisées sur le territoire métropolitain en matière de développement des secteurs bioalimentaires. Autrement dit, partager l'information relative aux projets réalisés ou en cours qui présentent un caractère innovant. Et quatrièmement, réflexion sur la mise en place de programmes
venant en appui au développement d'initiatives structurantes favorisant les synergies entre les différents secteurs du bioalimentaire à l'échelle métropolitaine. Cette aide financière s'inscrirait en complémentarité avec les programmes financiers gouvernementaux déjà existants. J'aimerais conclure avec un mot sur la première action identifiée dans le PMDA. Donc, la pandémie de la COVID-19 a fait ressortir l'importance de repenser la question de la sécurité alimentaire définie selon l'OMS comme étant l'accès physique et économique pour la population, à tout moment, à une alimentation suffisante pour mener une vie active et saine. Ces aliments sont produits et distribués d'une manière respectueuse par un système bioalimentaire durable. En d'autres mots, comment assurer pour toute la population un approvisionnement régulier de denrées alimentaires de qualité en misant sur une agriculture de proximité. La table métropolitaine sur la sécurité alimentaire misera sur une agriculture de proximité pour valoriser la production locale, pour la consommation locale, qui est un outil pour atteindre cette sécurité alimentaire. La pandémie qui sévit en lumière des enjeux liés à notre système alimentaire, alors que la mondialisation, l'ouverture des marchés et la facilité des déplacements sont remises en question un peu partout, cette crise est l'occasion de revoir nos pratiques afin de nous prémunir contre toute pénurie alimentaire et d'assurer à nos citoyens la disponibilité d'une large variété de denrées pour leur permettre de se nourrir convenablement et facilement au meilleur coût possible. Et n'oublions pas l'enjeu de l'avenir, les changements climatiques. Cette table qui est déjà en train de se mettre en place sera coordonnée par la CMM et formée de représentants du CCA métropolitain, du milieu agricole municipal, social, tel que le système alimentaire montréalais, des affaires de recherche et du gouvernement. Alors, pour terminer, je remercie M. Robillard et toute son équipe pour le magnifique travail de ce plan, la collaboration et la participation des membres du comité consultatif agricole. Alors, merci de votre attention. Alors, Madame la Présidente, je pense que j'ai respecté mon 10 minutes. Pas mal. Vous êtes, bravo, Monsieur le Président de commission. Je trouve que c'est juste un petit mot avant de laisser la parole à mes collègues. Merci pour votre travail. Je trouve que ça arrive vraiment à point avec justement cette crise de la COVID où on est en train de... Il y a une ouverture pour penser différemment ou à revoir certains mécanismes ou certaines façons de faire. Alors moi, je trouve que c'est super. Et puis cette table, on a bien hâte de la voir. Je suis contente de voir aussi que la recherche est impliquée. Est-ce que par recherche, j'imagine, c'est peut-être entre autres le milieu universitaire? Est-ce que ça va inclure des acteurs universitaires? Je vois Massimo qui fait ça, donc... Oui, c'est sûr. Je pense qu'il faut inclure tout le monde. Et vous savez, Madame la Présidente, avec ce qu'on a vécu, bon, c'est quelque chose de plate, la COVID-19, mais ça met des choses en lumière. Et on sent que chez le citoyen, il y a eu une prise de conscience importante. Donc, il faut battre le fer quand il est chaud. Il faut profiter de ce moment-là avec les citoyens pour arriver à des orientations, en tout cas, qui vont être sécurisantes au point de vue alimentaire pour principalement notre CMM. On est la moitié du berceau du Québec. Absolument, absolument. Ça me fait, ce que vous... D'ailleurs, les données qui sont là-dedans, il y a tellement de choses intéressantes. Je me demande, je me pose toujours la question, comment on fait pour mieux partager ce que représente la CMM? Parce que peut-être pour plein de gens au Québec, la CMM, c'est... on pense tout de suite à les grandes villes, mais il y a aussi ce côté agricole qui est très, très fort, qui est très présent et que souvent est sous-estimé. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a quelque chose, j'interpelle plus le directeur, mais des fois, en tout cas, la matière qu'il y avait là-dedans, je la trouvais très pertinente. Mon deuxième point, j'ai oublié mon idée. Oui. Je me rappelle quand j'ai fait la tournée de la CMM comme présidente, des discussions qu'on a eues beaucoup sur la couronne, sur la Rive-Sud, c'était comment est-ce qu'on maximise les champs. Parce que, bon, l'agriculture au Québec se limite à certaines saisons. Il y avait toute cette idée de dire comment est-ce qu'on peut s'intéresser à faire de l'agriculture en serre. Bon, il y a plein de discussions comme ça un peu partout à travers le monde, mais j'essaie de réfléchir dans notre réflexion sur la relance économique même de la province, mais entre autres de la région métropolitaine. Est-ce qu'il n'y aurait pas des occasions à saisir où on a entendu un gouvernement qui a dit qu'il voulait qu'on soit plus résilient au niveau alimentaire,
entre autres choses. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas... je sais bien que c'est souvent, on réfléchit plus par municipalité pour mettre des projets de l'avant, mais je trouve seulement que cette présentation, le travail que vous avez fait et la création de la table, c'est une belle occasion de réfléchir comme CMM pour comment, on fait plus la promotion du côté agricole et du secteur agroalimentaire et notre implication. Et deuxièmement, est-ce qu'on n'a pas une opportunité d'innover? On a quand même des terres, sur le bord du Saint-Laurent, on a les meilleures terres du Québec, donc il faut les protéger. Puis ça fait un lien avec le PMAD. Comment notre PMAD, souvent, il faut l'expliquer, il faut le défendre, c'est normal, mais est-ce qu'on peut maximiser ces terres et cette façon de l'agriculture? En tout cas, c'est un peu popcorn, mon affaire, là, ça va dans tous les sens, mais je trouve ça très intéressant. Votre question est très bonne, Madame la Présidente, puis on se l'est posée, puis je vous dirais qu'un des secrets pour changer l'agriculture, parce qu'il faut la changer, il faut réussir à maximiser une terre. Le secret, je pense que ça passe par un incubateur agricole. Premièrement, pour être capable d'offrir à une relève possible l'agriculture. Et l'agriculture qu'on peut développer, c'est une agriculture où la performance de la terre, on est capable de le multiplier par 10, contrairement à une terre habituelle. Quand il y a le voir, là, certaines fermes biologiques ou d'autres fermes où les gens ils ont un rendement 10 fois supérieur aux anciennes méthodes d'agriculture. Donc, sur une terre, ils sont capables de produire encore plus de légumes différents, une plus grande variété de légumes, de petits fruits, etc. Ils sont capables de bien en vivre sans être obligés d'avoir des coûts faramineux pour exploiter cette terre-là. Donc, avec des équipements un peu plus réduits, moins coûteux, ils arrivent à une meilleure performance. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'il va falloir développer. Il faut travailler ça avec l'UPA, bien sûr, parce que bon, il y a des vieilles habitudes de culture, puis il faut les changer. Et il faut inclure la jeunesse. La jeunesse, c'est la relève, il faut y faire de la place, et la jeunesse est prête à faire ce virage-là, en autant qu'ils ont les appuis. Et pour le gouvernement, la financière agricole, c'est même moins dispendieux d'appuyer différents petits projets. Puis finalement, ça donne une meilleure performance et on va être capable de sauver notre souveraineté alimentaire et être capable de fournir ce qu'il faut aux gens, là. Excellent. Bien, merci beaucoup, M. le Président. En tout cas, Monsieur le directeur, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot, mais je suis curieuse de voir si on peut maximiser la place de la CMM. Vous parlez de l'incubateur agricole. Moi, je trouve que c'est une super bonne idée, là, mais comment est-ce qu'on peut... Je suis sûre qu'il existe déjà plein d'initiatives, soit à l'UPA ou des chaires de recherche. Il doit exister plein de choses, là, Mais alors, comment est-ce qu'on s'insère dans cette discussion-là? Puisque je considère qu'encore une fois, la région métropolitaine a beaucoup à donner sur ces questions-là. Monsieur Yedzoni, votre micro. À 3 projets rapidement. Un dossier fort intéressant, Mme Deschamps pourra en parler. Oui. Luxe, 10 millions de pieds carrés, avec une zone AgTech, technologie innovante, des produits bio, végétaux. Donc, ça, c'est en cours actuellement. Un nouveau plan d'affaires pour la pomme de terre à Saint-Amable, dans lequel la CMM participe au plan d'affaires. Et le parc métropolitain agricole à la gare terminale de Brossard, où là, on peut avoir un projet sur 4 saisons. Et c'est un circuit court à quelques 100 mètres du terminal. Donc, ce n'est que 3 projets, mais il y en a beaucoup d'autres. Et comme le disait M. Charon, la table de sécurité alimentaire va alimenter cette réflexion-là et surtout en mode projet. Je vous rappelle notre entente sectorielle où on a financé plus d'une dizaine de projets dans plusieurs MRC, Vaudreuil-Soulanges, entre autres. Donc, ça va bon train et ça va en accélérant avec la table de sécurité alimentaire. C'est parfait, Mme Deschamps. Puis après ça, on va passer à l'ordre du jour régulier si tout le monde est d'accord. Mme Deschamps? Oui, merci beaucoup. D'abord, je voudrais adresser mes félicitations à notre collègue Pierre Charon, qui est président du TCA, parce que c'est tellement une belle initiative. Puis là, je vais pratiquer le chauvinisme de bonne aloi. Alors, Massimo a déjà ouvert la porte.
mais ça, dans le fond, c'est toute la CMM qui en profite. Puis, moi qui ai travaillé avec mes collègues beaucoup là, des couronnes, mais il y a une notion qui est chère dans le PMAD, qui est le polycentrisme. Hein? Et nous, ça fait 20 ans hein, que la CMM existe. Et on a connu la période de la CMM où tout se faisait vers les grands centres. En fait, ce qui est mis dans cette initiative-là, puis avec le projet AgTech et ces deux zones, deux sites, si vous voulez, deux zones d'excellence, là, une à l'Assomption, c'est vraiment, on se souviendrait de la tragédie d'Electrolux, mais là, on est ailleurs avec le projet qui va prendre place là. Mais c'est un véritable centre de recherche pour des bioproduits. Faut réinventer, je vous dirais, faut réinventer un vocabulaire pour être capable de nommer, parce que c'est des techniques innovantes, oui, de la culture en serre, mais alors encore plus performante. Puis bien sûr, comment on fait pour en grand champ, alors la culture en grand champ, comment est-ce qu'on rend cette culture-là encore plus saine avec des façons qui répondent là, aux meilleures règles alimentaires et environnementales. Et la beauté de l'affaire, c'est que ça se fait en couronne et que ça, là, souvent, on le dit, ça va attirer des chercheurs. Les grandes universités, il y en a partout au Québec, il y en a partout dans le monde, mais il y en a aussi dans la métropole. Et on voit le phénomène s'implanter, c'est-à-dire que le polycentrisme, c'est on part vers les grands centres et on vient dans les couronnes. Fait que moi, je suis très fière de ça. C'est une des belles initiatives et ça montre que la CMM a drôlement évolué. Je m'arrête là-dessus. Bravo à la commission. Merci Chantal de nous rappeler effectivement ce qui se fait à ce sujet-là, entre autres dans ton beau coin de pays. Donc, je trouve que c'est... voilà, je pense que tout a été dit, mais bravo encore à l'équipe. Je vais devoir vous quitter pour gérer un dossier. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais avant la Saint-Jean-Baptiste, hein, tout se bouscule et se précipite. Mais j'ai demandé au vice-président, M. Demers, de prendre la relève pour l'ordre du jour régulier. M. Demers, êtes-vous prêt? Non, mais on va essayer de... Non? Ah ben écoutez, si vous préférez, non, je pensais que vous m'aviez dit oui. Oui, j'ai dit oui tantôt à votre texto, Madame la Présidente. J'ai dit parfait. Oui, mais l'avoir su, j'aurais mis une cravate. On va le faire. Oh, mais tu vas être beau, là, Marc, il n'y a pas de problème. Alors, je vous laisse avec le vice-président et je vous remercie tous pour ce matin. Ça a été fort intéressant. Puis si on ne se reparle pas avant un petit bout, passez un bel été. On reprend des forces pour le retour qui s'annonce inhabituel, lui aussi. Merci tout le monde. Bonne journée. Bonjour. Alors, si vous permettez, je vais essayer de procéder avec les mains levées s'il y en a qui veulent intervenir et ça va être l'indicateur ou des commentaires. Alors, on devrait commencer par la convocation des membres et le constat du quorum. Oui, nous avons quorum. Et si je peux me permettre, on va peut-être, pour alléger la procédure, si on pouvait avoir un proposeur et un appuyeur pour l'ensemble des points, on pourra dérouler plus rapidement. Effectivement, peut-être dans les commentaires, là, proposeur, alors ça pourrait aller plus vite et effectivement, très bonne idée. Alors, le quorum étant constaté, on passe à l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y en a qui veulent modifier ou suggérer des modifications à l'ordre du jour? Aucun. Alors, les procès-verbaux, est-ce qu'il y a des modifications aux procès-verbaux? Le point 2.1.
on ne fera pas la lecture des procès-verbaux, j'ai une voix monocorde et on peut vous endormir. Alors, on peut passer au point 3.1, l'adoption du règlement modifiant le RCI 2019-78, dossier. Alors, je ne sais pas s'il y a une présentation, Massimo. On n'a pas de présentation, Monsieur le Président, mais on peut répondre aux questions. Ah. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions? Est-ce que j'ai un proposeur et quelqu'un qui seconde, s'il vous plaît? Oui, moi, je propose. Madame Deschamps et Normand? Oui, ils ont accepté de proposer et d'appuyer l'ensemble des points. Ah, d'accord, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Alors, on passe à 3.2 des inspecteurs métropolitains en chef et adjoints désignés remplacer les inspecteurs métropolitains. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. Merci à tous. 3.3, l'adoption du plan métropolitain de développement agricole, le dossier AM 20-03. Question? D'accord, merci. Proposé et adopté. 3.4, le traitement des demandes d'exclusion de la CPTAQ. C'est un dossier, je pense, qu'il est assez volumineux. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions de main levée. Merci, c'est adopté. 4.1, mesures d'aide pour le développement culturel. Monsieur Demers, je vais vous interrompre. On avait 2 points qui se sont ajoutés hier. Le point 3.5 sur l'aménagement des secteurs inondables protégés par des ouvrages de protection à la MRC de Deux-Montagnes et le point 3.6 sur la délimitation de la zone d'intervention spéciale sur le territoire métropolitain. Alors, je ne sais pas si vous avez ces documents-là, mais ils vous ont été envoyés hier, là, donc s'il y en a qui souhaitent en discuter, mais sinon, il y a un point 3.5 et un point 3.6, effectivement. D'accord. J'ai vu qu'il y avait peut-être Mme Deschamps qui avait une main levée. Mme Deschamps, je ne sais pas si vous voulez intervenir. En fait, c'était pour le 4.1. OK, on y arrive. Ça ne sera pas bien long. Alors, là, OK. Alors, les 2 points que Tim, vous avez soulevés, je ne les ai malheureusement pas devant moi. Là. Pouvez-vous les résumer? Oui. Là? Oui, donc là... Tim, je vais les présenter rapidement, si tu permets. Parfait, c'est beau. Allez-y. Alors, les 2 points là, qui ont été discutés au comité exécutif, c'est 2 points qui touchent la zone d'intervention spéciale et un dossier qui a été traité à la même époque l'année dernière. Il s'agit, d'un appui à la MRC de Deux-Montagnes. M. Charon va très bien s'en souvenir, où on veut compléter l'équité de l'ensemble des villes de ce territoire-là pour avoir une gestion équitable des ouvrages de protection pour chacune des villes, qui touche évidemment Deux-Montagnes, Lascaux, Pointe-Calumet, Saint-Eustache et Oka. Donc, ça, c'est le dossier 3.5, aménagement des secteurs inondables protégés par des ouvrages de protection. On vous recommande d'appuyer la MRC de Deux-Montagnes pour qu'ils aient le même traitement en arrière des digues, comme l'a eu Sainte-Marthe-sur-le-Lac, en fonction de la cartographie préparée par la CMM. Le deuxième dossier, c'est d'intégrer, et ça a été, vous le savez, quand on a eu nos cartes de zone inondable dans la ZIS de l'année dernière, il y a eu beaucoup de modifications qui ont été faites. Ce qu'on propose maintenant, c'est de faire les modifications pour intégrer les cartes récentes de la CMM pour que les villes puissent avoir des cartes à jour pour traiter ces dossiers-là auprès des citoyens. Donc, c'est des dossiers de correction à compléter. D'accord, merci, M. Simon.
Alors, on va passer juste question de procédure à 3.5. Est-ce qu'il y a des questions sur 3.5? Je ne vois aucune main levée, aucune question. Adapté. Ah, Madame Deschamps, la main levée. Non, non, Monsieur le Président, c'est parce que j'essaye d'enlever ma main levée pour ce point-là, mais je vais la remettre pour le 4.1, j'y tiens. J'ai noté pour le 4.1, vous avez posé. Donc, je vais baisser ma main, vous ne m'oublierez pas. Merci. 3.6, est-ce qu'il y a des questions, commentaires? 3.6 est adopté. Alors, on va passer au 4.1, qui est des mesures d'aide pour le développement culturel. On va passer la parole à Mme Deschamps. Ben oui, j'ai l'air d'insister, hein? Excusez-moi. Alors, en fait, très rapidement, je ne vais pas prendre tout le temps, là, mais on se souviendra à l'Agora 2018 qu'on avait reçu de l'Agora le mandat de se préoccuper de la culture à l'échelle métropolitaine. Et on a eu, bien sûr, dans le fond, la pandémie a eu, je veux dire, nous a un peu bousculé. Dans le fond, nous a permis de mettre sur pied très rapidement une table métropolitaine sur la culture, mais sans empiéter sur les juridictions de ce qui se fait dans chacune de nos régions, les 5 régions qui font partie de la grande région de Montréal. Et bien sûr que cette table, on se souviendra ici même au conseil de la CMM, là, on avait reçu l'aval pour aller de l'avant et notamment pour faire face à la pandémie du coronavirus et participer ainsi à la relance de la région métropolitaine. Je pense qu'il n'y a pas une municipalité, peu importe la taille, là, qui vit pas la tragédie de voir ses activités culturelles réduites. Puis on sait que tout le dynamisme culturel, autant aussi économique, ce que ça génère dans nos municipalités, ben, comment c'est un maillon faible actuellement. Et la table, en fait, juste très rapidement, là, son mandat, ben, en fait, c'est de documenter la situation actuelle et faire des recommandations pour des mesures d'urgence supplémentaires et bien sûr soutenir le milieu culturel. Et il y a déjà, comme il y a eu 2 rencontres déjà de cette table-là, qui est une table de démarrage, hein, et on verra pour la suite des choses. Mais ça va nous servir dans le fond, il y a des mandats qui ont été donnés pour poser un diagnostic des enjeux et des défis pour le développement artistique et culturel afin de proposer un plan d'action métropolitain. Et c'est sûr que ça a des impacts chez nous, dans chacune des municipalités. Je le disais juste il y a à peine quelques secondes, là, le dynamisme culturel et économique que ça suppose. Et au terme de ces rencontres-là, bien, il y a 4 enjeux qui revêtent un caractère particulièrement prioritaire. Et c'est contenu dans la résolution que je dépose, qui a été déposée, monsieur le président, et qui reflète l'état des discussions. En fait, rapidement, puis je ne passerai pas, dans le fond, je ne ferai pas la lecture, mais c'est toute la problématique que pose la prestation d'urgence du Canada et les subventions salariales d'urgence du Canada, parce que les artistes réclament la prolongation. Et on sait que parce que tant et aussi longtemps que la reprise complète de ce secteur-là ne sera pas faite, ben, en fait, ça va être pénible. Donc, ils nous demandent de leur donner leur support dans cette démarche-là auprès du gouvernement. Le renouvellement aussi, ça concerne les municipalités pour la période 2021-2023, des ententes de développement culturel. Alors, il y a plusieurs municipalités qui ont déjà renouvelé, d'autres pas. Et comme il y a quand même 5 régions, ben là aussi, si on peut joindre notre voix et faire en sorte que ça accélère le règlement et le renouvellement de ces ententes-là, ça serait un plus pour le milieu culturel et pour le monde municipal, compris dans la CMM. Et la prise en compte de l'impact de la mise en place des mesures sanitaires et les infrastructures. Je n'ai pas besoin d'insister. On le sait, nous autres, une journée, on fait des équipes pour alors, les camps de jour et tout ça. Fait que
en culture, c'est pareil, et dans nos installations et équipements culturels, c'est pareil, avec toutes les mesures sanitaires et de distanciation. Alors, les coûts que c'est l'évaluation des coûts de la pandémie dans le contexte où le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation est à réaliser l'évaluation des coûts pour les municipalités. Alors, c'est la raison pour laquelle je trouve important que ces demandes prioritaires identifiées et exprimées à cette table, je le rappelle, qui réunit les 5 secteurs et qui sont des gestionnaires culturels pour la plupart et qui est une table de démarrage pour aider ce secteur-là, puis on verra éventuellement à rendre les choses plus permanentes. Moi, j'ai terminé, Monsieur le Président. Merci. Merci, Mme Deschamps. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, merci. Adopté. Nous allons passer à 5.1, les demandes d'élargissement de l'aide gouvernementale au PM1. Est-ce qu'il y a des commentaires ou... Merci. Adopté. 5.2, déploiement des bureaux régionaux du MEI et de l'IQ. Est-ce qu'il y a des commentaires? Merci. Adopté. On passe à 6, l'environnement, l'adoption du règlement modifiant le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles. Commentaires ou questions? Et tabarouette qu'on fait bien ça, ça va vite. Politique d'intervention et de développement 7.1. Commentaires ou questions? Je vois aucun commentaire ou question. Prochain point à l'ordre du jour. Merci. Alors, 8.1, approbation de l'emprunt de R156-2 décrété par la Société de transport de Montréal. Les gens s'objectent? Question? Merci. Adopté. 8.1. 8.2. L'approbation de l'emprunt décrété par la Société de transport de Montréal. Merci. Adopté. On va passer à 9. Nomination aux commissions. Alors, je ne sais pas si Monsieur le directeur général a des commentaires à émettre à ce sujet-là. Bien, Maître CA, il y a un changement à la commission de transport, c'est exact? En fait, il y a deux changements. En fait, 3, si on veut. Il y a à la commission du transport, la ville de Boucherville demande que ce soit un conseiller municipal, M. Raouf Absi, qui remplace M. Jean Martel. Et puis, à l'agglomération de Montréal, pour la commission de développement économique, c'est M. Luc Rabouin qui va remplacer M. Baudry. Et à la commission du logement social, ce sera M. Baudry qui va remplacer Mme Marie-Josée Parent. Alors, voilà pour les modifications proposées. Des questions ou commentaires? Non. Merci. C'est approuvé les nominations. On passe à l'item 10. Les présidents des commissions, j'aimerais peut-être que vous puissiez vous manifester. M. Jérôme Normand. Oui, merci. Merci, M. le Président. Donc, au niveau de la commission de l'aménagement, une petite mise à jour. Le 16 avril dernier, la commission s'est vue confier un mandat. Donc, le mandat de proposer un aménagement du territoire qui est mieux adapté aux enjeux de santé publique dans un contexte d'épidémie ou de pandémie. Donc, très, très d'actualité. Il y a une table technique qui a été mise sur pied et qui s'est rencontrée pour une première fois le 4 juin dernier. Juste pour vous rappeler qui la compose, il y avait des représentants des MRC, municipalités de la CMM, un représentant de la table des préfets des couronnes Nord et Sud, l'INSPQ, également un représentant du MAMACH et les 2 présidents de l'Ordre des architectes et de l'Ordre des urbanistes du Québec.
Puis donc, cette première rencontre-là a permis de jeter les bases concernant les enjeux de santé publique. La rencontre a été enrichie par 3 présentations illustrant des réflexions inspirantes, donc des présentations du Centre d'écologie urbaine de Montréal, de Vivre en ville et de la Ville de Montréal. Les premiers échanges ainsi que ces présentations sont venus alimenter par ailleurs les réflexions de la commission qui s'est rencontrée hier, le 17 juin, et donc les réflexions quant aux gestes à poser en matière d'aménagement et d'urbanisme à moyen et long terme pour mieux affronter de prochaines pandémies. Le travail est donc bien amorcé dans notre cas quant à la première étape du mandat qui vise à dresser justement un portrait des enjeux en aménagement du territoire qui sont soulevés par l'application des mesures socio-sanitaires mises en place dans le cadre de la pandémie du coronavirus. On va avoir évidemment plusieurs autres rencontres et on va très prochainement proposer des orientations, des objectifs pour un aménagement du territoire qui est mieux adapté aux enjeux de santé publique. On va formuler des recommandations relativement aux outils de planification et de réglementation en matière d'aménagement du territoire pour améliorer la résilience dans un tel contexte. Et pour mener à terme nos travaux, la Commission va consulter, bien sûr, les MRC, les municipalités de la CMM, ainsi que les organismes interpellés par des enjeux de santé publique en lien avec l'urbanisme, l'aménagement du territoire. Et je vous rappelle, en termes de délai, que la Commission doit remettre un rapport intérimaire présentant notre état d'avancement des travaux en décembre de cette année et notre rapport final va être déposé en mars 2021. Je vous remercie. Est-ce que nous avons des questions sur la Commission de l'aménagement du territoire? Merci, M. le Président, pour ces informations. C'est un dossier fort important, je pense. Plaisir. Est-ce qu'il y a des présidents de d'autres commissions qui ont des rapports à nous faire? Je ne vois aucune main. Oui, il y a la commission du logement social. Alors, à vous le micro. Et merci. Merci, M. le Président, chers membres du Conseil. J'aimerais tout d'abord faire un suivi sur les sujets de mesures en matière de logement social dans le contexte de la pandémie COVID-19 que vous avez adopté le 1er mai dernier. Nous demandions au gouvernement du Québec de débloquer des fonds rapidement pour un nouveau programme de supplément au loyer pour les personnes vulnérables. Bonne nouvelle, le 11 juin, la ministre responsable de l'Habitation, Mme André Laforêt, annonçait des fonds de 21,5 millions pour 1800 PSL d'urgence, ainsi que de relever le plafond des loyers admissibles, une demande et une initiative qui était faite par la CMM. Dans le cadre des mesures, nous demandions également au Québec, à Québec de reconnaître des dépenses de l'Office d'habitation sur la mise en place des mesures liées à la pandémie. Des sommes supplémentaires devraient être reconnues par la SHQ, mais il faudrait s'assurer que toutes les dépenses et d'exception le soient. Rappelons que ce sont les offices d'habitation qui, dans nos municipalités, assurent les services de première ligne pour 27 000 ménages locataires et répondent aux demandes de nombreuses personnes qui sont à la recherche de logement. La CMM, à l'instar de nombreux autres organismes, demande que soit signée le plus rapidement possible l'entente Québec-Canada sur le transfert des fonds fédéraux en matière d'habitation. Le financement est estimé à 1,5 milliard pour le Québec. La ministre Laforêt a depuis déclaré qu'un déblocage avait eu lieu et qu'une entente dès cet automne serait envisagée. Espérons que nous ne serons pas déçus. Dans un second temps, la CMM a proposé d'entreprendre un vaste chantier de construction et de coopératives d'OPNL, d'habitation, ainsi que de rénovation du parc HLM et du parc locatif privé dans le Grand Montréal. Nous sommes toujours en attente d'une annonce à cet égard. Espérons que Québec aurait recours à une formule qui a déjà fait ses preuves pour relancer l'économie tout en répondant aux besoins des plus vulnérables. Aussi, je suis heureux de vous faire état brièvement des autres travaux réalisés par la Commission du logement social. En vertu du mandat permanent qui lui est confié, la Commission du logement social réalise chaque année un rapport sur le suivi financier du programme de logement soutenu par la CMM. Nous avons constaté que les remboursements de la CMM en 2019 dans le cadre des HLM
et des PSL sont demeurés stables, alors que ceux dans le cadre d'accès logis ont diminué pour une 4e année consécutive, baissant sous la barre des 10 millions. Laissez-moi vous glisser un mot au sujet de l'avancement des travaux d'inclusion d'unités de logements sociaux abordables et familiaux pour les nouveaux projets résidentiels. Lors de la séance du 9 juin, la commission a pris connaissance du fruit de plusieurs mois d'efforts, un projet de guide d'accompagnement pour les municipalités qui souhaitaient se prévaloir de ce pouvoir qui est reconnu depuis 2017 a été présenté. Un modèle de règlement déclinant des différentes options pouvant être retenues par une municipalité a également fait l'objet d'une présentation lors de cette séance. D'ici novembre, la Commission finaliserait ce guide et ce modèle de règlement et développerait une stratégie de diffusion auprès des municipalités de la CMM. Finalement, j'aimerais souhaiter la bienvenue à M. Robert Baudry de la Ville de Montréal, qui devient membre de la Commission du logement social. Merci de votre écoute. Merci pour la présentation, M. Williams. Je pense qu'on a tous des attentes à ce niveau-là, puis c'est important pour l'ensemble de nos villes. Est-ce qu'il y a des questions à être adressées à M. Williams? Je ne vois aucune main levée. Est-ce qu'il y a un autre président d'une commission qui veut s'adresser? Je ne vois aucune main levée. Si on a de la difficulté à lever les mains, peut-être verbalement. Il n'y en a pas d'autres, M. le Président. Il n'y en a pas d'autres. Bon, ben merci beaucoup. Est-ce que les membres du Conseil ont des commentaires ou des questions à soulever? Il ne semble pas y avoir d'intervention. Merci beaucoup. Monsieur le directeur général, avez-vous des bonnes nouvelles pour nous tous? Ben oui, c'est drôle. Oui, j'en ai une. Ça vient de sortir dans la presse. L'annonce a été faite pour une somme de 400 millions. C'était dans la presse de ce matin qui serait versée aux sociétés de transport relativement là, à notre manque à gagner, là, comme vous savez tous, à cause de la pandémie. La région métropolitaine recevrait 85 de ce montant-là, donc ça veut dire qu'on aurait 340 millions. Alors, on pourra vous envoyer l'article de la presse. Là. Évidemment, l'ARTM va faire le suivi, mais on a quand même une bonne nouvelle aujourd'hui. Il y a un montant d'argent qui est réservé pour gérer la pandémie et M. Demers et les autres élus auront cette discussion-là demain au conseil de l'ARTM. Puis, si on ne se revoit pas, ben, je vais vous souhaiter de joyeuses vacances pandémiennes. Merci. Merci beaucoup. Ce que le ministre nous a affirmé, c'était 400 millions pour venir en aide pour les déficits du transport en commun pour cette année. Il ne ferme pas la porte et il a dit lui-même que c'est un premier pas. Alors, je lui ai noté qu'on avait pris note que c'est un premier pas. Alors, tout ce que je veux dire, c'est qu'il y a encore des négociations qui sont possibles, qui sont ouvertes et je pense qu'il faut poursuivre là, parce que les besoins sont plus grands que ça. Mais c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Merci beaucoup. Pour ce qui est du reste, est-ce qu'il y a des informations complémentaires, M. le directeur général? Là, je vois l'ITEMONS, là. Des informations? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir finalement? Bien, merci à tous. Merci de votre patience. Puis bonne journée, puis bonne fin de semaine. Au revoir.